pendant le match aller et le match retour. Tous les jours à l'entraînement, quand il arrivait dans le vestiaire, il disait gagner un match 3-0, c'est faisable. Et ça pendant 15 jours. Et le jour du match, on était persuadé qu'on allait gagner 3-0. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des légendes. Il courait avec cette allure bien à lui, tête légèrement rentrée, longues jambes en mouvement, une foulée singulière, une démarche unique presque désarticulée comme une signature. Derrière cette silhouette, reconnaissable entre mille, se cachait l'un des joueurs les plus combatifs, les plus généreux et les plus attachants du football français. À force de courage, de volonté, d'heures passées à bosser dans l'ombre, notre invité s'est imposé. Il a forgé sa place dans le vestiaire comme sur le terrain, comme on gagne le respect, à la dure, sans tricher. Un mental d'acier, un instinct de compétiteur, un sens du collectif chevillé au corps, jusqu'à devenir pour beaucoup de ses coéquipiers l'âme du groupe. Formé à Saint-Étienne, ce fils de mineur débarque dans l'ombre de son frère Hervé, déjà pro chez les Verts. Il fait partie de cette génération dorée des Marie-Louise, ces 7 jeunes stagiaires professionnels, vainqueur de la Gambardella en 70, à qui Robert Herbin tend la main. Très vite, il devient un homme de confiance pour le Sphinx. Teigneux, hargneux, jamais battu, dira de lui l'entraîneur stéphanois pourtant peu porté sur les superlatifs. Même quand le corps vacille, comme lors de ce stage d'avant-saison ou au bord du gouffre, il répond simplement d'un signe de tête « on continue ». Il donne tout jusqu'à déneiger à l'appel la pelouse de Geoffroy Guichard pour que les pros puissent continuer de jouer un soir glacial contre Varsovie. Notre légende, c'est aussi une fidélité farouche au club et un esprit de bande, forgé d'abord rue Brossard avec Repellini et Sinagel, puis à l'Estable, ce bar devenu QG, ou encore dans les wagons du train du bataillon de Joinville où Santini et Merchanier les rejoignent chaque lundi. Avec les Verts, le Gaulois, surnommé ainsi pour sa truculente moustache, tutoie les sommets, dispute une finale européenne et empile les titres, 4 championnats, 3 Coupes de France. Parti à Sochaux, il écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du club avec une épopée européenne marquée d'un doublé héroïque sur la pelouse enneigée de Bonal pour renverser l'Eintracht Francfort. Chez les Bleus, il débute avec son frère Hervé et ne connaîtra jamais la défaite en 5 matchs disputés. Attaquant malin, appliqué, parfois sifflé mais toujours debout, bout en train dans la vie et teigneux infatigable sur le terrain, jouant avec ruse des faiblesses de ses adversaires, notre invité fait partie de ces hommes qu'on n'oublie pas parce qu'ils ont tout donné et parce qu'ils ont laissé sur les pelouses comme dans les cœurs une trace indélébile. Notre invité aujourd'hui, c'est Patrick Révelli. Patrick, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation du podcast des légendes. Nous sommes vraiment enchantés de t'avoir avec nous. J'espère que tu es bien à l'aise avec nous, parce que ça va durer un peu de temps et on va passer en revue effectivement ces bons moments ensemble. C'est parfait. Donc, je suis à votre écoute. Bienvenue Patrick. Et le résumé me convient. D'accord, c'est parfait, très bien. Est-ce que tu peux nous raconter comment a débuté pour toi la passion pour le foot ? Ça remonte très jeune. Ça remonte mes années chez moi, aux Moulières. Les Moulières, c'est une cité minière, parce que mon papa était mineur. Et c'est Moulières, commune de Mimé, dans les Bouches-du-Rhône. Donc, tout autour de nos maisons, il y avait des champs. Qui aujourd'hui, il y a plein de maisons, parce que les Marseillais sont venus à 25 kilomètres pour pouvoir s'établir. Donc avant, c'était des prés. C'est vrai qu'après la sortie de l'école, on se retrouvait avec les copains et puis on tapait dans le ballon. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. À quel moment ça se structure un peu ? Tu t'inscris dans un club, etc. Bon, c'est à l'époque, c'était à partir de 10 ans. Donc le premier club, c'était Biver, qui était à 2 kilomètres de chez moi. Et puis après, la deuxième année, à 11 ans, c'était Garnal, la grande ville, 20 000 habitants. Donc pour nous, c'était énorme. Je suis resté jusqu'à ce que je rejoigne Saint-Étienne à l'âge de 17 ans. Mais je dirais que on n'en parle pas beaucoup, mais il y a une année où avec mes parents, nous avons habité à Saint-Étienne. J'avais 15 ans. Ouais, pour suivre Hervé, c'est ça, hein ? Hervé jouait en professionnel et il était célibataire à l'époque. Et M. Grandner avait demandé à mes parents de pouvoir venir à Saint-Étienne
pour qu'il ait un cadre de vie qui puisse lui permettre de s'épanouir au niveau du football. Donc, pendant un an, on est monté à Saint-Étienne et j'ai joué de 15 ans à 16 ans. J'ai joué dans les cadets de Saint-Étienne. Et c'est au bout d'un an, on est redescendu dans le midi. Je suis donc retourné chez moi. Et à l'âge de 17 ans, M. Garnier a demandé à mes parents de me renvoyer à Saint-Étienne, mais en tant que stagiaire à ce moment-là, pour voir ce que ça allait donner pour un essai, mais l'essai a duré 10 ans. Voilà. Et à quel moment tu penses que une carrière de footballeur professionnel est possible? Aujourd'hui, ils les prennent de plus en plus tôt. Ouais. Je dirais, moi, nous, c'était, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, avec les Santini, les Repellini, Saramagna. Moi, j'avais 17 ans, eux, ils avaient 17 ans, 18 ans. Donc, pour nous, c'est vrai que ça a commencé à l'âge de 17 ans. Mais avant ça, tu as un plan B, tu te destines pour une autre carrière éventuellement si le foot ne marche pas ou... Non, parce que à l'origine, moi, si vous voulez, à 14 ans, l'école ne m'intéressait pas et on peut le regretter aujourd'hui. Mais ça m'intéressait pas du tout. Donc, à 14 ans, j'étais mécanicien auto D'accord. à Gardanne, dans le garage de Gardanne, et j'étais en apprentissage mécanicien automobile. Donc voilà, donc le football pour moi c'était plutôt un hobby que une éventuelle carrière derrière. Même si mon frère avait joué déjà en pro, il jouait en pro à Saint-Étienne. Moi, ça n'a jamais été une ambition. Dans ces années où tu as 14 ans, est-ce que tu es fan d'un club ou fan d'un joueur Non, spécifiquement? je suis fan d'Hervé puisqu'il jouait en pro à Saint-Étienne et automatiquement j'étais fan de la SS et non pas de Marseille qui était quand même le club le plus près. Même si mon frère Daniel, qui est encore plus âgé qu'Hervé, jouait lui en pro à Aix-en-Provence. En deuxième division, une année ils sont montés en première division à Aix. J'avais été voir d'ailleurs le match Aix-Saint-Étienne à Aix. La SS avait gagné. Parce qu'à l'ESS, à l'époque, c'était quand même un gros club. Pour moi, c'était le football était vraiment secondaire. Comment t'expliques que toute la fratrie, ou presque Révéli, a joué à un très haut niveau au foot? C'était quoi le secret familial? Ah ben ça, il aurait fallu le demander à mon père. Ouais. Malheureusement, il n'est plus de ce monde. Mais c'est vrai que mon frère Roland jouait à Gardanne. Mon frère Alain jouait à Biver et à Gardanne aussi, il a joué. Après, au niveau professionnel, il y a eu Daniel, Hervé, puis moi. Alors, sur les 6 enfants, puisqu'on a une sœur au milieu de tout ça. Et donc, c'est vrai que on peut pas je sais pas, c'est dans les gènes. Les gènes, c'est surtout mon père. Voilà. Ouais. Et lui, c'était un fan de foot, j'imagine. Ah oui, bien sûr, c'est un fan de foot. Il a été dirigeant pendant longtemps à Gardanne. Je me souviens que le matin, le dimanche, on faisait le tour des maisons au Molière pour récupérer mes copains parce qu'on jouait dans la même équipe. Donc, ils nous descendaient au club. L'après-midi, une fois qu'on avait joué le dimanche matin, le dimanche après-midi, il redescendait à Gardanne parce qu'il était dirigeant de la SEG, comme on dit, donc de l'équipe première. Donc, le football a toujours fait partie de sa vie. Tu as 13, 14 ans. C'est quoi les qualités de Patrick Révéli sur un terrain? Alors déjà, je dirais que je jouais pas attaquant. Je jouais au milieu de terrain. Ce qui est intéressant parce que c'est souvent l'inverse qui se passe. C'est-à-dire on a des gens qui commencent attaquants et qui descendent progressivement. Le schéma inverse est moins fréquent. D'accord. Donc tu jouais au départ milieu. Mais c'est quand on recule, c'est en fin de carrière. Ce qui m'est arrivé quand même. Ouais. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, j'ai joué au milieu de terrain plutôt 10 ou 8, comme on dit aujourd'hui. Hein. Et c'est mon passage à Saint-Étienne pendant un an. Comme mon frère jouait avant-centre dans l'équipe première, le dirigeant de l'époque, la première fois où j'ai joué un match, il m'a donné le numéro 9 et puis il m'a mis attaquant. Et je suis resté attaquant. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, alors que au départ, j'étais pas voué à jouer devant. C'est quoi les qualités spécifiques de Patrick Révéli pour être un bon attaquant ou être pour un bon 18? C'est difficile de parler de soi-même.
C'est très difficile de dire mes qualités. Alors, je peux dire, oui, j'avais un bon pied droit, un bon pied gauche, un bon jeu de tête. Alors, c'est vrai que par la suite, j'ai marqué des buts du pied droit, du pied gauche et de la tête aussi. Après, je sais pas, c'est en fonction aussi de l'adversaire. Quand on dribble un défenseur, quand on a le ballon, c'est en fonction de l'adversaire qu'on a devant. Et puis, c'est là qu'il faut être, je dirais, instinctif, parce qu'un attaquant, c'est surtout l'instinct. Après, donner un ballon pour faire but, ça c'est autre chose. C'est la dernière passe, c'est le débordement et la passe, qui est pour moi aujourd'hui de moins en moins perçu. Beaucoup de joueurs arrivent sur le côté, ils donnent le ballon derrière parce qu'ils veulent pas prendre le risque. C'est prendre le risque quand on est attaquant de dribbler, de jouer aussi, hein, parce qu'on réussit pas tout. Mais quand ça passe, ça peut faire but. Donc c'est ça les qualités le plus important pour moi, c'est la prise de risque de l'attaquant. Voilà. D'accord. Et quand tu fais ton année à Saint-Étienne, est-ce que tu as une sorte d'indication comme quoi tu es sur les tablettes de Pierre Garronner ou pas du tout? Pas du tout, parce que je joue en cadet, donc M. Garner, à ce moment-là, ne regardait pas les équipes de jeunes de la SS. Hein. Donc non, ça s'est fait, je dis, parce que quand je suis reparti dans le Midi un an, il est venu voir mes parents, il les a appelés au téléphone en disant, ben voilà, renvoyez Patrick, on me garde un an, puis on verra bien ce que ça va donner. Avoir quand même la possibilité de rester aussi un an et ne pas faire un essai sur une semaine, et puis s'entendre dire que ben on te garde pas parce que il manque ci, il manque ça. Moi, on m'a gardé quand même un an. Donc c'est important pour pouvoir prouver pendant un an que on a des qualités pour être professionnel. Et quand tu commences, donc ton grand frère, donc Hervé, le grand frère qui joue à Saint-Étienne, en qui les buts là-bas, donc à 50 plus que toi, est-ce que Oui. tu penses que ça t'a aidé ou est-ce que ça t'a desservi au début d'être peut-être comparé avec lui? Ah, mais de toute façon, ça m'a desservi tout le temps parce que 5 ans de différence. Quand j'ai débuté en professionnel, Hervé était à Nice, donc c'était Patrick Revelli qui jouait à la SS. Hervé est revenu, on a dit les frères Revelli. Ouais, Et par la d'accord. suite, et par la suite, après ma carrière, même encore aujourd'hui, il y a des gens qui m'appellent Hervé. D'accord, vous ressemblez pas trop pourtant. Donc c'est pas évident. Je dis, se faire un nom, c'est bien. Se faire un prénom, c'est plus difficile. Tu viens du sud de la France, t'es né à mi-mai, et là tu te retrouves à Saint-Étienne. Pas tout à fait le même climat, pas tout à fait le même type de personnes. Est-ce que tu t'adaptes facilement à ces nouvelles conditions ou ça a été plus dur? Alors, disons que comme j'avais passé une année déjà, mais entouré de ma famille, parce que mes parents étaient là, c'est moi qui ai demandé à mes parents de redescendre dans le Midi parce que le soleil m'a manqué. Ouais, d'accord. Voilà, le soleil, la chaleur, la vie du Midi, qui n'est pas la même qu'à Saint-Étienne où il fait un peu plus froid, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de neige qu'on peut avoir aujourd'hui, malheureusement. Mais c'est vrai que c'était un peu plus compliqué. Donc, c'est moi qui ai demandé à mes parents de descendre, de retourner chez moi, au Molière. Et c'est qu'un an après. Mais un an après, quand je remonte à Saint-Étienne, je suis seul, quoi. Ouais. Donc, c'est plus la même vie, c'est plus le même cadre de vie. Obligé de se faire à manger le soir, parce qu'à midi, on nous imposait, enfin, et tant mieux, d'aller manger dans un restaurant. Donc, c'est une prise en charge très jeune, en sachant que c'est un métier un peu particulier. Beaucoup de sollicitations en dehors du football. Donc, je dirais que c'est plus dur de pouvoir garder la tête sur les épaules. Alors justement, raconte-nous tes débuts. Tu arrives à 17 ans, tu as été repéré par Garronner, tu signes ton contrat, j'imagine, à Gardanne, ou peut-être tes parents le signent, je ne sais pas comment ça se passe. Mais raconte-nous tes premiers pas là-bas, quand tu t'installes dans ton appartement avec tes colocataires, tout ça, tu les rencontres peut-être pour la première fois, je ne sais pas si tu les avais connus en cadet ou pas. Raconte-nous un petit peu ces premières semaines à Saint-Étienne lors de ton deuxième passage. Premier souvenir, c'est quand j'ai signé ma licence. Comme m'a fait venir pour un an à lycée, j'ai signé une licence amateur et non pas stagiaire professionnel. Donc Mhm. déjà, je suis particulier dans le concept.
Ouais. Et la première fois que je vais signer ma licence au siège de la SS, qui était à cette époque-là 13 rue de la Résistance, donc dans le centre-ville de Saint-Étienne, j'étais passé chez le coiffeur chez moi, mais quand je suis arrivé à Saint-Étienne, on m'a dit que j'avais les cheveux encore trop longs, donc il fallait que j'aille chez le coiffeur. Donc c'est la première, la première image de Monsieur Véronère et Monsieur Paré, Mais Monsieur t'avais Fournier. déjà tes moustaches, rassure-nous. Non, pas du tout. Pas D'accord. du tout. Ça, je suis venu bien après, quand j'ai commencé à jouer en pro, je crois. Mais les premières images de moi en professionnel, je ne dois pas voir les images, les moustaches. Donc, la Gambardella qu'on a gagné en 70, je n'ai pas la moustache. Donc voilà. Donc, après, c'est vrai que j'habitais centre-ville, mais il y avait Claude Vanin à cette époque, qui était lui venu du Nord. Et il y avait un troisième, Jean-Michel Larquet, qui était aussi dans cet appartement. Mais comme lui faisait des études à Lyon, Ouais, tu le voyais jamais, prof de j'imagine. PS, on ne le voyait jamais, Oui. parce que quand il rentrait les week-ends, il partait souvent avec les pros. Donc on le voyait pratiquement pas. Puis il y avait un troisième gardien de but, c'était un Marocain. Et c'est que la deuxième année, donc moi je suis en 68, c'est en 68 septembre, Christian Sarmagnac qui est arrivé, et l'année d'après, donc les Lopez, Merchadier, Sinaguel, Repellini et Santini. Alors c'est vrai que rue Brossard, on s'est retrouvés à trois, Pierre Repellini, Christian Sinaguel et puis moi. Mais on se connaissait pas. Pierre venait de hier, Christian Sinaguel venait de Lefrancourt, banlieue de Dunkerque, et moi de Gardanne. Donc l'accent était plutôt, je dirais, méditerranéen que du Nord. Que du Nord, ouais, que que, ch'ti, ouais. que les ch'tis. Donc voilà, c'est là qu'on s'est connus, c'est là que véritablement ça a démarré, quoi. Ouais. C'est plutôt 69. Et pendant ces débuts, toi, t'as complètement arrêté de travailler sur ton apprentissage mécanique auto. Tout ça, c'est arrêté. Tu te focuses que sur le foot. Oui, parce que sauf la première année, parce qu'on avait entraînement le matin, et l'après-midi, je travaillais chez le groupe Peugeot, Monsieur Boniface, l'établissement Boniface. Donc voilà, j'étais l'après-midi, je continuais mon apprentissage mécanique. D'accord. C'est à partir de 69 où là, on a arrêté, j'ai arrêté de travailler. Voilà, au niveau mécanique. Donc, si j'ai un petit problème sur ma voiture, Non, c'est tu pas peux me moi qu'il faut donner aller voir. Non, non, Ah bon, non, 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 non. Je ne mange pas le pain des autres. Il y a des très bons mécaniciens comme ça en France, donc je leur fais confiance. Mais je te rassure, Guillaume n'a pas le permis, donc ça risque pas Non, de, ça risque pas d'arriver. Ouais. Et alors on imagine cette bande de 7 stagiaires comme une grande bande de potes. Est-ce que c'est le cas? Ou est-ce qu'il y a des Toujours. petites rivalités à l'époque? C'est difficile d'avoir des rivalités. Je dirais que on vivait ensemble, donc on se voyait tous les jours pour aller à l'entraînement. On avait notre vestiaire qui était à part. Après, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, on prenait le train pour aller à l'armée, on était ensemble. On a fait les conneries ensemble, les conneries de jeunes, bien sûr. Donc après, la rivalité, non. Je crois qu'il n'y a jamais eu de rivalité exacerbée entre nous. Hein. Je veux dire Ouais, que et puis ça continue encore aujourd'hui parce qu'on se retrouve ensemble une fois par an. Voilà, on s'est mariés pratiquement tous en même temps. On a eu nos enfants, ils ont le même âge aujourd'hui. La rivalité, elle n'était pas là, quoi. Elle n'était d'accord. pas là. Et vous aviez tous des surnoms. C'était quoi ton surnom dans la bande? Alors mon surnom, c'est pas le surnom de la bande, c'est mon surnom comme j'étais le dernier de la famille, j'étais le kilou de la famille. Donc c'est Hervé qui quand je m'entraînais, il m'appelait Kinou, automatiquement, puisqu'on a passé notre enfance ensemble. Et c'est les autres qui ont après m'appelé Kinou aussi. Mais après, bon, ça peut être Pat, ça peut être Rebelle Roche, comme certains. Voilà. C'est des trucs entre nous, donc voilà. Et alors qui était le mieux et le pire sapé dans cette bande de 7 stagiaires?
Le plus ou Le mieux ou le pire habillé? Qui c'est qui avait le plus de style et qui c'est qui était habillé n'importe comment? Parce que Alors, le plus là de c'est les années style, c'est 70. Christian Lopez. Indéniablement, c'est Pépez. Ok. Il est d'origine pied noir. Ouais. Donc, il aimait bien les sables, les voitures et tout. Après, le plus déglingandé, je dirais que ça peut être Mercadier, parce qu'il s'en fout de tout. D'accord. Donc, voilà, Christian Lopez et Alain Mercadier. D'accord. Vous partez au bataillon de Joinville. Ouais. Est-ce que tu te spécialises dans une Dans une arme dans une particulière. arme particulière? Parce qu'on a eu un peu de tout, hein. Alors je me souviens plus qui, mais on a eu des lanceurs de roquettes, on a eu des nettoyeurs de fusils, on a eu un peu de tout. Toi, tu te spécialises dans quelque chose de particulier lors de ton passage à l'armée? Ben, nous, là, on était au bataillon de Joinville. Donc, bataillon de Joinville, c'était tous les sportifs. Ouais. Donc, à part les classes, comme tout le monde, les 2 premiers mois, une fois qu'on a fait les classes, on a intégré le groupe des sportifs, les footeux. Nous, on était au premier étage, les rugbyman, par exemple, étaient au rez-de-chaussée. Donc voilà, on n'avait pas d'arme spéciale. Moi, mon arme, c'était le football. Voilà. D'accord. Oui. C'était des tirs, mais au but. D'accord. D'accord. Et tu évoquais le fait que pendant cette petite période un peu bénie là, vous faisiez de temps en temps quelques conneries de jeunes. C'est quoi la plus mémorable? J'en ai tellement. Bon, je peux dire que comme on avait entraînement un 1er janvier, que j'étais monté avec ma copine de l'époque, qui est toujours aujourd'hui mon épouse, 54 ans après. Wow. Il y avait eu la neige, on était au Chambon-sur-Lignon et j'étais arrivé à l'entraînement en retard. Donc, et Robert Philippe, qui était notre entraîneur, l'entraîneur des jeunes, et il y avait Monsieur Batteux à l'époque, et donc m'avait renvoyé chez moi en disant rentre chez toi, donc tu n'es pas venu de t'entraîner. Et Pierrot Repellini m'avait dit, mais si tu m'avais appelé, j'aurais dit que tu étais malade, que tu étais à la maison, voilà. Donc être couvert par les autres, c'est toujours réconfortant. À quel moment t'es appelé en équipe première? À quel moment se fait le déclic? J'ai déjà joué un match amical au Parc des Princes. J'ai fait une deuxième mi-temps. Après, c'est en 70. 70, je fais le dernier match du championnat. Le club était champion. On avait joué à Ajaccio. Et comme je suis rentré à l'armée 2 mois après les autres, après les copains, donc j'étais à Saint-Étienne et c'est là qu'ils m'ont essayé pour voir si j'avais la possibilité de devenir pro. C'est pour ça que j'ai un titre en 70. Et on joue à Ajaccio et je joue et puis par la suite, voilà, ils ont pu compter sur moi et ils ont dit que ils ont pensé que j'avais le niveau pour jouer en pro. Mais c'est ce match-là où j'ai joué avec mon frère, d'ailleurs, à Ajaccio. Voilà, c'est le déclic, c'est le départ pour moi, c'est ce match-là. Ton frère marque d'ailleurs, hein, vous gagnez 2-1. On gagne 2, oui. Après, je dirais que je me rappelle plus qui a marqué, mais ce que je me rappelle, c'est que j'ai joué ce match-là et c'était important pour moi. Voilà. Ouais, donc tu joues ce match, un match lors de cette saison. La saison d'après, tu rejoues de nouveau un seul match. Et c'est seulement la saison d'après encore que là, tu joues quasiment toute la saison. Je crois que tu rates, je suis pas sûr que tu rates un seul match. Qu'est-ce qui se passe? Le D'accord. premier à Geoffroy Guichard, je joue pas. Ah oui, tu as raison, ouais, effectivement. Le premier et le dernier. Ouais. Le premier parce que, comme j'étais sorti après les autres de l'armée, et, ils avaient déjà, eux, attaqué le stage d'avant-saison, les matchs amicaux et bien sûr le championnat. Et on perd chez nous 3-1, je crois. Parce que j'avais pas les stats devant moi. Hein. Ouais. Moi, c'est tout de mémoire que je fais. Ouais, bah c'est impressionnant. Hein. Et donc, et à l'époque, comme Hervé était parti à Nice, et Salif Keita jouait toujours à Saint-Étienne. Et là, les journalistes parlaient de Keita, Samardzic, Keita, Santini pour remplacer Hervé. Et après ce match-là, c'est Salif Keita qui a été voir M. Batteux. Il a dit, mais personne parle de Patrick.
Donc, le deuxième match, je crois que c'est à Nantes. On Ouais. perd là-bas. J'ai joué et je suis jamais pu ressortir jusqu'au dernier match. Voilà. Alors, non seulement tu joues, mais en plus tu marques. Et Oui. à ton avis, qu'est-ce que Keita voit en toi pour qu'il aille voir, il utilise de son aura pour te faire jouer? À ton avis, qu'est-ce qu'il a vu en toi? Ben, je pense qu'il a vu surtout le complément idéal pour lui, Ouais, pour jouer en pivot, pour mettre les ballons, parce que lui, il partait de derrière, il décrochait beaucoup, et pour pouvoir s'appuyer sur les 2. Donc, il pensait que j'étais le plus apte à jouer avec lui. Donc, ce qui m'a permis par la suite de marquer des buts aussi, mais c'est vrai que de jouer aux côtés de Salif, c'était pour moi inespéré aussi. ouais. Alors, je sais que pour beaucoup d'anciens Stéphanois, Salif Keita, c'est le plus grand joueur qu'ils ont vu jouer, je crois d'ailleurs pour Sinagel, qui disait que c'était le plus grand. Pour les auditeurs un peu plus jeunes qui nous écoutent, comment tu le décrirais, Keita? Hors norme, hors norme. C'était un joueur bon, il s'appuyait sur moi ou il s'appuyait avant avec Hervé, il s'entendait très bien. Je crois qu'il avait besoin de personne pour aller marquer un but. Hein. Il prenait le ballon, il allait dribbler 1, 2, 3, 4 joueurs, puis il marquait. Donc il avait besoin de personne. Ben, aujourd'hui, le comparer Salif, même si c'est très difficile de comparer les années, les périodes, on dit c'est incomparable. Et Salif aujourd'hui, ce serait une star planétaire. Ouais. Planétaire. Lui tout seul, pour moi aujourd'hui, Salif Keita, c'est Dembélé, c'est Barcola et Doué avec tout le monde réuni. Voilà, pour D'accord. trouver un créneau. Sans parler de Messi, Neymar et Mbappé. Pour parler D'accord. de ceux qui jouent aujourd'hui à Paris et qui sont énormes. Donc voilà, Salif, c'était un monument. J'ai vu marquer avec des talonnades, j'ai vu marquer à Metz, il a marqué un but et puis il serrait les mains parce qu'il y avait tellement de monde au bord du terrain. À l'époque, on avait le droit, des gens qui étaient sur des chaises, donc il leur serrait la main. Et tout ça, c'est impossible aujourd'hui. Ouais. Et c'est des souvenirs énormes. C'est énorme. C'est un joueur énorme pour moi. C'est le meilleur joueur avec lequel tu as joué? Ah oui, ah oui. J'ai joué avec des grands joueurs, de très grands joueurs, mais Salif est quand même au-dessus. En 72, c'est comme tu l'as dit contre Non. Nantes, tu marques un but d'ailleurs. Vous perdez 4-3 et le match d'après, incroyable, vous jouez contre Reims et c'est assez symbolique, je trouve. C'est un peu le passage de témoin entre les deux grandes équipes françaises. Vous gagnez, est-ce que tu te souviens du score? 9-1. Voilà, vous gagnez 9-1 avec 7-0. 7-0 à la mi-temps, 2 buts de Patrick Revelli, 3 buts de Jean-Michel Larquet et 4 buts de Salif Keita. Impressionnant, exactement. Donc, deuxième match, tu as déjà marqué 3 buts. Et l'anecdote, c'est que ce match-là, c'est au mois d'août. Ouais. C'est le 25 août, non? Exactement. Wow. Non, je dirais que c'est un peu facile pour moi. Facile parce que c'est 2-3 jours avant, on s'est mariés. D'accord. Ah oui, d'accord. Le 21, on se marie à la mairie. Le 23, on se marie à l'église. Donc, on fait un peu la fête et tout le soir. Et le 25, c'est ce fameux match de Reims. Voilà. Donc, c'est dans la continuité. Une sacrée semaine. Ouais. On va bientôt avoir donc 54 ans de mariage. En même temps, il y a Reims qui est là aussi. Ouais. On me fait sauter du champagne pour ça. Une double victoire en fait. Le mariage et cette grosse victoire contre Reims, deux bonnes occasions de boire du champagne. Exactement. Et on se gêne pas pour ça. Et alors, qu'est-ce qui te passe par la tête à ce moment-là? Est-ce que tu te dis, waouh, c'est vachement plus facile que ce que je pensais parce que tes premiers matchs, tu claques but sur but, t'es titulaire, l'équipe fonctionne bien. Est-ce que t'as une sorte d'euphorie ou Non, l'entraîneur et le coéquipier te calment rapidement? Pas du tout, parce que il faut souligner que la première année où on joue tous en pro là, cette année-là, on n'a pas encore de contrat professionnel. On est encore soit stagiaire, soit moi, dans mon cas personnel, j'étais amateur. Ouais. Okay. Mais t'étais pas jardinier comme Christian Lopez, je crois. Enfin, chacun avait pas des professions un peu
Un peu saugrenu? Non, 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 non. On était déclaré à la SS en tant que D'accord. stagiaire, donc on touchait un salaire qui était à l'époque de 900 francs. Ça fait peut-être rire beaucoup de personnes aujourd'hui. Donc voilà, non, 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 on était déclaré, donc il y avait pas de souci de ce côté-là. C'est pas cette question-là. La question était que nous, on venait de se marier, après on a acheté un appartement, mais on n'avait peut-être pas les sous pour, donc Ouais. c'était compliqué. Donc moi, je suis sorti de l'armée, l'entretien individuel avec Monsieur Rocher, parce que chaque année on avait un entretien individuel. Et j'avais dit à Monsieur Rocher, Hervé est parti à Nice, il y a une place qui est à prendre. Je vais la prendre et on va plus me l'enlever. Voilà. Donc, c'était mon but. Il était là, il était dans ma tête. Il y a une place à prendre, je la prends. On me l'enlève plus. Et à l'entraînement, c'était pareil. Je me battais à l'entraînement pour être le dimanche en match. Et je me battais le jour du match pour être encore le match après dans l'équipe. Donc voilà, c'était mon but. Il était très simple. Voilà. C'était garder ma place. Et vous participiez aux primes aussi en tant que stagiaire ou pas du tout? Ah ben, quand on jouait en pro, oui. Mais pas, Et, pas, pas en amateur. en amateur, on avait les primes d'amateurs. Ouais. Je me rappelle plus, mais je devais tourner autour de 60 francs le match gagné, 40 francs Ouais. match Donc nul. de quoi acheter de sandwich? Le sandwich, à l'époque, on n'en mangeait pas beaucoup. On essayait d'avoir des cuisines un peu correctes, on va dire. Voilà. D'accord. Ouais, évidemment, Michel qui mange n'importe comment, effectivement, il se rend pas compte ce que Bah, c'est. moi, je suis aux États-Unis, hein, donc forcément, je mange n'importe comment. Et justement, c'est finalement, paradoxalement, la saison où tu es lancé, c'est pas nécessairement la meilleure de Saint-Étienne, puisque vous finissez sixième seulement. Bon, mais Oui. il faut se remettre dans le contexte. Oui, parce qu'après, cette année-là, c'est surtout Hervé qui était parti, Camerini, Mistorage, enfin, beaucoup de joueurs étaient partis, Carnus Bosquier, et donc on est reparti avec les pros qui restaient, les Keita, Herbin, Beretta, Larquet, et les jeunes de formation. Alors c'est vrai que c'est la dernière année de Robert Herbin, moi aussi, en tant que joueur. C'est vrai que c'était une année un peu de transition, on va dire. Voilà. J'utilisais que c'était une année de transition. Et Voilà. comment t'es accueilli par les anciens? J'ai l'impression qu'il y avait une grande bienveillance, mais il y avait quand même une certaine distanciation entre les anciens et les jeunes. C'est-à-dire que les jeunes étaient amenés à cirer les chaussures ou à préparer les chaussures des anciens. Toi, tu l'as vécu un peu comme ça aussi? Non, mais c'est-à-dire que on s'entraînait tous les jours avec eux. Ouais. Donc, quand on passait par leur vestiaire pour aller chercher nos affaires d'entraînement, il fallait passer dans leur vestiaire, il fallait taper à la porte. Donc, une éducation qui voulait que eux, ils avaient eu avant. Donc, je comprends très bien que ça se faisait comme ça. Ouais. C'est vrai que quand les pros avaient besoin de casser, comme on disait, les chaussures, ils venaient dans notre vestiaire à nous, des stagiaires, et nous demandaient, même s'il faisait 40 degrés et que le terrain était très dur, il fallait mouiller les chaussures. Comme j'avais la même pointure que mon frère, ben, j'ai cassé ses chaussures. Et comme c'était les chaussures de mon frère qui marquait un but le week-end, ben, je me disais, tiens, C'est c'est un grâce à peu toi toi. aussi qui l'a marqué. Voilà. Ouais. C'était la satisfaction qu'on pouvait avoir. Alors, Jacques Santini nous racontait que je crois que c'est Georges Carnus qui lui avait dit si tu veux un peu accélérer le cassage des chaussures, prends une douche avec les chaussures. Est-ce que tu as utilisé cette technique aussi? Non, j'ai pas utilisé cette technique-là. Tout simplement passer les chaussures sous de l'eau chaude, et Ah ouais, puis les voilà. mettre au pied, et puis aller m'entraîner avec. Voilà. Après, D'accord. pour casser les chaussures, je faisais ça. Jacques, je sais pas. Ouais, non, c'est ce qu'il nous avait dit. À la fin de la saison, tu as fait une très Oui, très belle première saison. L'année suivante, je crois que c'est cette année-là que Herbin est nouvel entraîneur. oui. C'est ton ancien coéquipier. En tout cas, ça l'a été pendant 3 ans. Comment tu vois, toi, ce changement d'entraîneur? Ben, dans la continuité de ce que faisait Saint-Étienne, c'est-à-dire faire confiance aux joueurs du cru.
Et donc, Robbie, qui est devenu entraîneur, pour moi, j'ai pas trouvé de changement, sauf que les entraînements ont changé. Et c'est lui qui a fait quand même énormément pour le football français. Ouais. Donc, à part ça, je dirais que pour nous, c'était toujours Robbie. C'était Robbie hier, c'était Robbie aujourd'hui, quoi. Voilà. Là, après, il y a le respect du joueur qu'on avait déjà. Donc, le respect de l'entraîneur, ça, pour moi, c'était légitime. Ouais. Pas de problème là-dessus, quoi. Et donc, comme je le disais en introduction, il raconte dans son livre combien, lors de stages d'avant-saison, il vous travaille vraiment au corps et que toi, alors je me souviens plus à quel autre joueur, tu es au bord de l'épuisement et il est prêt à arrêter l'entraînement, pour toi en tout cas, et ton coéquipier, et tu lui dis de la tête comme ça, tu dis non, non, on continue jusqu'à ce que tu n'aies plus du tout d'énergie. Tu te souviens de ce stage, de ce degré d'épuisement? Bah, le degré d'épuisement, il était fait parce que Robbie, justement, comme je disais tout à l'heure, il a amené dans la semaine une séance dite athlétique où on touchait pas le ballon. Donc c'était nouveau. Même chez nous, on a connu pendant l'année à l'armée une année où physiquement on a bien bossé. Donc ça nous a permis justement de pouvoir encaisser tout ça. Mais non, j'ai pas trop de souvenirs, mais le souvenir peut-être c'est que comme je revenais de l'équipe avec l'équipe de France, on avait fait la mini coupe du monde au Brésil en 72. Donc le stage d'avant-saison, j'ai peut-être pas récupéré de cette sélection. Et là, c'est là qu'on a quand même aussi discuté nos contrats professionnels Ouais, et nos salaires directement. Donc ça prend aussi de l'énergie. Donc c'est peut-être ça qui a fait d'accord. que j'étais, mais comme je renonçais jamais, la preuve, donc voilà, j'ai jamais rien lâché. Et d'où te venait ce trait de caractère de jamais renoncer? Ouais, ça je sais pas, hein. Ça je sais pas. Peut-être mon père qui m'a inculqué le travail, et le travail, et le travail, et rien lâcher, et tout remettre les compteurs à zéro. Donc pour moi, c'était ancré dans ma tête. C'est pas, voilà. Je l'explique pas. À partir de la saison 73-74, voilà, il y a un peu une épopée un peu incroyable de l'équipe de Saint-Étienne. Vous remportez 3 fois le championnat de France, vous êtes vainqueur 2 fois de la Coupe de France et vous allez en finale de Coupe d'Europe. Donc c'est vraiment, honnêtement, à l'époque, c'est quand même un Demi-finale. extraordinaire demi-finale, ouais, extraordinaire. C'est quoi, toi, tes meilleurs souvenirs de cette période dorée de Saint-Étienne? C'est très difficile de détacher un moment par rapport à un autre. Alors souvent, quand on me dit il faut que tu en détaches un, ton meilleur souvenir, ton plus mauvais souvenir, je dis automatiquement 76. La finale parce que c'est un bon souvenir et un mauvais souvenir parce qu'on la perd. Oui. Un Donc peu après, d'amertume, oui, dans le succès. oui. Après, c'est vrai que si après je prends dans la globalité, le premier titre en 74 et puis après on gagne aussi la Coupe de France, donc c'est le doublé. Après, il y a la Coupe d'Europe qui arrive. Les équipes françaises ne vont jamais très loin dans cette compétition-là. Nous, on arrive en demi-finale. Et la même année, en 75, donc on est de nouveau champion. On gagne la Coupe de France. Donc c'est le deuxième doublé d'affilée, chose que on était la première équipe à le faire. Alors, il y a le match de Split, bien sûr, parce qu'on me parle de Kiev, parce qu'il y a le débordement et le but avec Dominique Rocheteau. Pour nos auditeurs qui n'étaient pas là à cette époque-là, c'est ce match mythique qui donne sa réputation, donne le mythe au chaudron. Vous perdez 4-1 là-bas et vous Oui. revenez 5-1 à domicile. Je crois que ce match n'était pas à la télé, donc les gens ont l'impression maintenant, avec le recul des années, de l'avoir vu à la télé, mais en fait, je crois que dans le meilleur des cas, ils l'ont entendu à la radio. Mais c'est un match qui a laissé beaucoup d'excellents souvenirs à tous les fans de Saint-Étienne.
toi, tu le joues, ce match. Oui. Quels sont tes souvenirs de ce match? Est-ce que tu joues l'intégralité du match? Alors, surtout, je dirais en mémoire les propos de Georges Beretta, qui était le capitaine. Georges, pour moi, c'est 50 ans de ma vie. Ouais. Donc, Georges, pendant le match aller et le match retour, tous les jours à l'entraînement, quand il arrivait dans le vestiaire, il disait gagner un match 3-0, c'est faisable. Et ça pendant 15 jours. Et le jour du match, on était persuadé qu'on allait gagner 3-0. Parce qu'effectivement, on gagnait des matchs en championnat, on gagnait 3-0, 4-0, on a gagné. Ouais. Donc, pourquoi pas une Coupe d'Europe? C'était faisable. Puisqu'on a marqué un but à l'extérieur. Donc, voilà, pour moi, le match de Split, c'est Georges Beretta. On sent une certaine émotion quand tu parles de Georges. Ah ben oui. C'est difficile. Parce qu'après, on a travaillé ensemble chez Adidas, 14 ans. Et chez Auroy, 50 ans. Voilà. Pour toi, c'était le meilleur capitaine de Saint-Étienne? Ah oui. Oui, parce que bon, j'ai connu Herbin, mais bon, Herbin, c'était sur la fin. Ouais, et puis Larquet aussi après. Et Jean-Michel était après le départ de Georges, contre son gré, à Marseille. Ouais. Mais Berrette, c'était un meneur d'hommes. Jean-Michel, c'était un meneur d'hommes aussi à sa façon. Ouais. Je dirais plus technique. Georges, c'était plus dans le club. C'était une image du club. C'était le Stéphanois. Voilà. Pour moi, c'est celui qui représente le plus la SS. Ouais. Mais c'était quoi les principales qualités de Georges? Il renonçait jamais. La première année où j'ai débuté en pro, l'année 71-72, quand on arrive à l'entraînement, il me disait quand tu tousses avant d'ouvrir la porte du vestiaire, mais tu tousses jamais dans le vestiaire parce que si tu tousses, on va croire que tu es malade et on va te sortir de l'équipe. Donc tu tousses jamais, tu es dans l'équipe, on reste dans l'équipe. Donc voilà, c'était un petit peu ça aussi. Pratique. Ouais. Et donc pour moi, c'était un grand frère. Ouais. Et donc ce match contre Split, il marque d'ailleurs. Il marque le penalty. Juste pour donner un petit peu rapidement aux auditeurs le scénario quand même incroyable de ce match. Vous menez rapidement 1-0, enfin rapidement, non, vous menez 1-0, Jean-Michel Larquet, et à la 160e minute, Split, donc les Yougoslaves égalisent. Et donc à ce moment-là, il faut que vous marquiez 4 buts, ou en tout cas 3 buts pour arracher la prolongation et 4 buts pour vous qualifier. Ouais. Et donc là, le chaudron joue son rôle et arrive à vous pousser pour que vous marquiez 3 buts. Je dirais quand même, par rapport au chaudron, c'est venu après le chaudron, après ce match-là. Avant, c'est pas le chaudron. Ouais. Le chaudron, c'est grâce justement à l'abnégation des joueurs qui étaient sur le terrain que le stade est devenu le chaudron, et non pas l'inverse. Ouais, d'accord. Parce que quand le chaudron il bout, comme on dit, c'est d'abord les joueurs qui sont sur le terrain qui se le font bouillir en 20 minutes. Qui l'ont bien chauffé. Ouais. Aujourd'hui, même si aujourd'hui les spectateurs, ils ont leurs chansons, ils mettent de l'ambiance, tout ce qu'on veut, on est d'accord là-dessus, mais c'est les joueurs quand même sur le terrain qui font bouillir ou pas. Ouais. Et nous, ce jour-là, c'est vrai qu'après on marque le deuxième but, un corner, je crois que c'est Dominique Battenet. Ouais. Et puis on met un troisième but, et puis Tintin Trentafilos met le quatrième but, et on va en prolongation. Mais là aussi, quand je dis regarder, parce qu'on dit que le stade était plein à craquer, quand je dis regarder les stats, il n'y a que 21 000 spectateurs. Il n'y en a pas 40 000. Ouais, il n'était pas plein, ouais. Oui. T'as raison. Tout le monde dit. On oublie ça.
On Oui, oublie qu'en réalité, vous jouiez devant 20, 25 000 personnes maximum pendant toute cette période. Hein. C'est 3 fois moins que Marseille à l'heure actuelle, quoi. exactement. Et en plus, ce match-là, on perd 4-1, personne ne pensait qu'on allait se qualifier. Hein. Ouais. Donc, mais si on écoute les gens parler, partout en France, parce que tout le monde en parle, on a l'impression que tout le monde était au stade et que le stade, Ouais, mais il y surtout avait qu'il était 200 même pas à 000 la télé, personnes. le film, le match. Ouais. Donc, il y a que 21 000. Hein. Donc, oui, c'est pour ça que ce match-là fait que c'est devenu après la légende comme cela. Voilà. Alors c'est C'est le intéressant premier parce match. que on a eu Babat sur l'émission qui disait que pour lui c'est le match qui lui donne encore des frissons parce qu'il disait que sa femme était dans les tribunes et que tout le monde vers la fin était complètement déchaîné, jetait tout, les briquets, que Oui, c'était la folie totale dans les tribunes. oui, parce qu'ils, ce jour-là, ils ont assisté quand même à un premier renversement de situation d'un club français, en plus. Et c'est vrai qu'à Saint-Étienne, tout le monde en parle, et on en parle encore, même si il y a la parenthèse Kiev, hein, Ouais. parce que c'est les deux matchs mythiques pour moi de cette époque-là. Mais c'est vrai que Split, c'est le détonateur. Voilà. Et durant cette campagne, vous jouez une première fois contre le Bayern, vous faites match nul à domicile, vous perdez 2-0. À ce moment-là, qu'est-ce qui manque à Saint-Étienne pour atteindre la finale? Mais je dirais tout simplement l'expérience Ouais. du haut niveau. Parce que Saint-Étienne n'avait jamais passé beaucoup de tours en Coupe d'Europe. Même l'équipe de 66-70, qui était une superbe équipe. Donc c'est vrai que on arrive quand même en demi-finale, mais en demi-finale, il faut penser qu'en 75, Bayern Munich avait déjà gagné en 74. Ouais, c'est pas une Donc ils petite équipe. étaient, Ouais, et puis ils avaient toute l'ossature de voilà. l'équipe championne du monde. Et en plus, champion du monde avec l'ossature, hein, et puis championnat d'Europe, enfin la Coupe d'Europe, des champions, Ouais. non pas comme aujourd'hui. Donc c'était vraiment une grosse équipe qui avait de l'expérience, avec des super joueurs, des grands joueurs. Quoi, voilà. Donc, alors la satisfaction personnelle, c'est qu'à la fin du match, retour, quand on perd, je change mon maillot avec Franz Beckenbauer. Ah, Voilà. c'est toi qui l'as eu. C'est toi qui Voilà. l'as eu. Oui. Et je me souviens qu'à 2 minutes de la fin, j'avais demandé, il est OK. Et que Jean-Michel Larquet, à la fin du match, il lui avait demandé de changer le maillot avec lui. Et Franz lui dit non, parce que c'est, voilà. Et j'ai le maillot de Franz Beckenbauer aujourd'hui, qui est dans un cadre. Et que j'ai offert à mon fils pour ses 40 ans. Donc, Wow. il a et le maillot de Franz Beckenbauer et de la finale Rummenigge. Waouh. Voilà. De Bayern Munich qui sont chez mon fils. Voilà. D'accord. Et tu as encore d'anciens maillots de Saint-Étienne de matchs Et un peu plus communs? j'en ai plus. D'accord. J'en ai plus. Les peu de, parce que quand je travaillais chez Adidas, on m'a demandé des maillots, on m'a demandé des suites pour des petits clubs, leur tombola. Et c'est vrai que bon, j'ai donné. Puis j'ai plus rien. Sauf les maillots que j'avais échangés, que ce soit de Coupe de France ou de Coupe d'Europe. Et donc là, je les ai gardés. Ils sont sous cadre aujourd'hui. Et c'est tout mon fils qui a. Voilà. Là, tu disais que tu avais les maillots de Rummenigge, de Beckenbauer. En championnat de France, c'est quoi ton maillot préféré? Le maillot que tu as échangé avec quelqu'un et tu es le plus fier de l'avoir? Ben, les maillots, j'ai pas changé le maillot au niveau championnat. On les gardait parce que à cette époque-là, quand même, on avait un jeu de maillot qui faisait l'année. Ouais. D'accord. Donc, Ouais. et quand on arrivait en fin d'année et qu'on était champion, on avait le droit de garder son maillot. Ah oui, d'accord. Voilà. Super Donc, cadeau. je l'ai gardé, j'ai jamais changé. Et c'est ces maillots-là qu'après j'ai donné. Voilà. D'accord. Et en Coupe de France, tu disais que tu échangeais de temps en temps ton maillot. Tu as obtenu quoi comme... Ah ben la finale Monaco, j'avais échangé avec Christian d'Alger parce Ouais. que je l'avais connu 4 mois à l'armée, Ouais. au bataillon de Joinville. On était dans la même chambre. J'ai échangé avec Caen à Lens, 75. D'accord. Et après 77, contre Reims. Oui, j'ai le maillot de Reims, mais je me rappelle plus avec qui j'avais échangé. Alors à la fin de ce match contre le Bayern, il y a une histoire un peu bizarroïde que
que j'ai découverte, c'est que Beretta dit dans la presse, donc Beretta qui entre-temps, hein, donc il joue le match contre Split et, et au mois de janvier, il est transféré, comme tu disais, contre son gré à Marseille. Et il dit, interrogé par la presse, que si toute l'équipe avait joué comme toi, c'est-à-dire avec la hargne, avec le cœur, avec le sens du collectif, le match retour contre le Bayern se serait mieux déroulé. Et en disant ça, comme je crois que Beretta est perçu par une partie du public comme un traître parce qu'il a quitté le club, toi, ça te retombe dessus et tu te fais siffler les matchs d'après, tant et si bien qu'à la fin d'un match, tu manques d'aller tabasser un supporter qui t'avait insulté. Tu te souviens de cette histoire? Alors, j'avoue qu'elle paraît assez dingue. Et donc, j'aimerais que si tu nous la racontes, si tu t'en souviens. Je m'en souviens très bien. Ouais. Mais c'est pas après le match retour qu'il y a eu cet article de Georges dans le journal, La Tribune et le Progrès, qui était signé par Gérard Simonian, le rédacteur en chef. C'est après le match aller à Geoffroy Guichard. Et c'est vrai que le match d'après en championnat, je crois que c'est Nancy, à l'annonce des joueurs, au micro, je suis sifflé. L'annonce des joueurs. Et tu t'y attends pas du tout, j'imagine. Ah ben, complètement. C'est vrai que Georges, dans l'article, il avait dit ça. Et le titre, surtout, était Georges Beretta, 2 points, il aurait fallu jouer comme Patrick Revelli. Voilà. Et c'est vrai que le match d'après, c'est Nancy, et il me semble. Et c'est vrai qu'à l'annonce des joueurs, je suis sifflé. Et après, on me siffle. Voilà. Alors c'est vrai que j'ai fait 2 fois le coup de poing. 2 fois? Oui, ça m'est arrivé 2 fois. Une fois à la sortie du vestiaire, une deuxième fois, j'ai couru après un gars là qui s'est retranché et qui s'est couché par terre comme une crêpe, comme une limace. Carrément, et il était par terre. Et j'avais dit, je ne touche pas de la merde, en gros, par terre. Voilà. C'est clair. Mais c'est vrai que 2 fois, j'ai fait, bien sûr, comme on dit, le coup de poing. Aujourd'hui, il faut respecter le spectateur, mais le spectateur, il peut tout vous faire, il peut vous insulter, il peut vous cracher à la figure. Le joueur n'a rien le droit de faire. C'est pour ça que quand Dimitri Payet à Nice a eu des sanctions, je trouve que c'est inapproprié parce qu'il faut d'abord voir que c'est le spectateur qui est venu le chercher avec une bouteille et que lui il a juste répondu comme ça. Si le spectateur est lui aussi respectueux du joueur, il y a rien. Il y a pas de problème. Donc, comme quoi, suite à ça, si vous voulez, quand j'ai été sifflé, saison qui a démarré, pour clôturer ce chapitre-là, il y a les matchs amicaux de début de saison, j'ai fait de nouveau sifflé. Donc, je traverse le terrain. Il y a les corners pour nous, je traverse le terrain. Robbie avait compris que je sortais. Donc, on ne s'est rien dit. Je suis rentré au vestiaire. Ma femme qui était ce jour-là au match avec ma fille. Donc, elle a vu que je quittais le terrain. Donc, elle est venue me rejoindre sur le parking. Moi, j'ai pris ma douche, mais je pouvais pas partir. Je pouvais pas partir parce que à l'époque, les parkings, enfin voilà. Donc, je suis resté dans ma voiture. Et j'ai ma fille derrière qui me dit, papa, c'est toi qu'on sifflait. Et ma fille, elle est née en 73, et à ce moment-là, elle devait avoir 3 ans et demi. Vous avez votre fille qui vous dit ça, je peux vous dire que si j'avais pu attraper un spectateur qui m'avait sifflé à ce moment-là, peut-être que je l'aurais tué. Peut-être. Je lui aurais rentré dedans, mais je me serais pas arrêté cette fois. Parce que c'est ça que les gens ne comprennent pas non plus. C'est que nous, on a une famille, hein. Une femme, des enfants, qui sont là, qui écoutent tout, qui vont à l'école, et puis qui entendent des choses. Et le mal que ça peut faire des paroles comme ça, c'est incroyable. Je le souhaite à personne, en tout cas. Surtout pour un club où tu as tout donné. Enfin, oui. T'as jamais été, oui. C'est pour ça que moi, les spectateurs, les supporters, les vrais supporters ou quoi que ce soit, je sais pas, j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec ça parce que passer où je suis passé là, ces conditions-là, c'est toujours très délicat de pouvoir porter un jugement.
Intéressant. Parce que pour être honnête, j'ai un peu la même vision que toi, c'est-à-dire que il y a beaucoup de supporters, énormément de supporters, mais on va dire qu'ils sont pas tous intelligents, quoi. Alors, dernièrement, j'ai rencontré un chef d'entreprise qui habitait Clermont-Ferrand, qui a été au match, qui revenait. Alors, je lui ai demandé où il était. Un chef d'entreprise, il m'a dit, je suis derrière les buts. J'ai dit, mais comment tu fais, toi, pour être derrière les buts? Il m'a dit, mais, je sais pas. Il m'a dit, ben, je dois pas avoir de, mais il m'a dit, j'ai pas de cerveau. Comme ça, il m'a dit. Ouais, ça, hein. Ah, j'ai dit, ben, pourtant, tu donnes pas l'air de quelqu'un qui n'a pas de cerveau. Chef d'entreprise ou quoi que ce soit. Donc, le gars, il disjoncte, quoi. Voilà, il laisse son cerveau à l'entrée du stade et puis il rentre derrière les buts. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué. C'est compliqué, les spectateurs, les supporters. Ouais. Et ouais, non, j'avoue que c'est assez incroyable cette histoire. Et ça t'empêche pas quand même, en tout cas la saison d'avant terminée en trombe, puisque tu marques 4 buts lors des 2 derniers matchs. Ouais, Et Bordeaux. Ouais, voilà, entre autres. Ta mémoire est incroyable, hein. J'avoue que là, t'es en train d'atteindre un niveau santiniesque. Ouais, comme on dit. Exactement, santiniesque, parce que lui, c'était la data bank. Il se souvenait de toutes les dates, de tous les matchs. Donc là, c'est. Il y a à peu près au même niveau. Je sais pas votre génération comment vous faites, mais il faudra. C'est impressionnant en tout cas en termes de mémoire. Et Ouais, je vais te raconter une anecdote sur ce match-là. Parce que Tout oui. donc c'est le dernier match, c'est la fin de saison, et chez moi il y a les cerises qui ont poussé. Chez moi au Molière. Donc il y avait l'arbitre de touche qui était de Gardanne, qui m'a monté un plateau de cerises à Saint-Étienne. Et à la mi-temps, enfin en première mi-temps, à cette époque-là, on regardait toujours un lever de rideau. Et donc on mangeait le cerise pendant la première mi-temps, du lever de rideau. Ah oui, ok. Et après, eh ben, j'ai marqué 4 buts comme quoi il y a pas de vérité sur un match. D'accord. Les cerises. Non, mais peut-être que c'était après c'est devenu une petite routine superstitieuse pour toi. Non. Il faut le faire qu'une fois. D'accord. Pour que ça reste, faut que ça soit exceptionnel. Donc c'est une fois. Exactement. Une fois. Mais t'étais un peu superstitieux quand même. Le seul truc, c'est j'avais toujours le même maillot de bain pour jouer, sur mon short, c'est toujours le même. Et je mettais toujours mon protège-tibia gauche avant le droit. Jean-Michel Arquet disait aussi que tu avais une petite médaille que tu portais autour du cou, que tu embrassais avant de commencer le match, que tu l'enlevais ensuite avant le début du match. Oui, c'était une grosse médaille qu'on m'a volée dans un vestiaire à Alès. Ah. Quand je jouais avec Cannes, oui, que je laissais toujours pendu sur à l'emplacement où j'étais. Et c'est vrai qu'arrivé à la fin du match, j'avais plus ma médaille qui pendait. Voilà. Ouais. C'était juste marqué Patrick derrière et mon année de naissance. Et ça t'a pas empêché de continuer à marquer des buts quand même? Ouais, mais là j'étais en fin de carrière, c'était avec Cannes. Avec Cannes, j'ai même joué derrière. J'ai commencé un petit peu ma reconversion. Ouais. Et non, après bon, après j'ai joué en amateur, donc c'était plus pareil. C'est la fin de ce premier volet avec Patrick Révéli. On espère qu'il vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine où on va parler de l'équipe de France, de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions contre Munich, de Sochaux et de l'extraordinaire parcours en Coupe d'Europe et plein d'autres souvenirs encore à ne pas manquer. Le podcast des légendes est une production du podcast du sport LLC produit par Michel Wertenschlag et animé par Michel Wertenschlag et Guillaume Bonamy. La musique du générique, c'est Looking at You des Tartan Rascals. Si ce podcast vous plaît, ce qu'on espère très sincèrement, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. C'est le moyen le plus efficace de nous aider pour que le podcast continue à grandir et qu'on puisse continuer à vous proposer du contenu de très grande qualité. N'hésitez pas à nous laisser une évaluation 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, la plus belle d'entre elles,
sera lu à l'antenne par l'un d'entre nous dans un prochain épisode. Alors si vous souhaitez entendre votre message diffusé dans le podcast des légendes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, où nous avons plusieurs dizaines de milliers de fans comme vous qui parlent avec plaisir de foot nostalgie en se rappelant des anciens joueurs, des grands matchs et de tout ce genre de belles choses. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chaîne YouTube, sur Instagram, sur Twitter et bien entendu sur notre site web www.lepodcastdeslégendes.com où vous pouvez retrouver tous nos épisodes. Nous en avons plus d'une centaine ainsi que des articles dont ceux ultra intéressant de Johan Sonek. Vous pouvez aussi vous inscrire sur notre newsletter qui vous donnera en avant-première le nom de nos futurs invités. Donc si vous voulez des scoops, inscrivez-vous sur cette newsletter, allez sur notre site web, vous verrez c'est très facile de s'inscrire. Merci à toutes et à tous de votre fidélité au podcast des légendes, on se retrouve la semaine prochaine.